Bonsoir à toutes et à tous, c'est parti pour une dose d'information, la dernière en ce vendredi. Le Premier ministre Patrick Achi inaugure le centre hospitalier régional d'Adzopé. Ce CHR a une capacité d'accueil de 200 lits, tous équipés de matériel de dernière génération. L'ouvrage bâti sur une superficie de 15 000 m² a coûté 30 milliards de francs CFA. Les populations de la région de la Méditerranée ont dit merci au chef de l'État. www.fonctionpublique.gouv.ci, c'est sur cette plateforme qu'il faut s'inscrire si vous voulez passer un concours pour intégrer la fonction publique. La ministre Anne-Désirée Oloto a lancé ce jeudi à Abidjan la session 2022 des concours administratifs de la fonction publique et ceux d'entrée en 2023 à l'École nationale d'administration, ENA. Et puis en France, 200 entreprises ivoiriennes sont légalement constituées. Les jeunes de la diaspora essaient tant bien que mal de s'installer dans plusieurs domaines d'activité malgré les difficultés rencontrées. Incursion dans l'univers de ces chefs d'entreprise dans notre dossier vu d'ici. Bienvenue à toutes et à tous. Après Méagui et San Pedro, le Premier ministre Patrick Achi était ce vendredi à Adzopé où il a procédé à l'inauguration du centre hospitalier régional de la Méditerranée. Centre d'une capacité d'accueil de 200 lits qui vient améliorer la prise en charge sanitaire des populations. Alexis Ouedraogo. C'est maman Assisha Angèle. Ça fait 5 ans qu'elle dialyse. Assisha est retraitée depuis de longues années. Souffrante d'insuffisance rénale, elle était pour sa dialyse en permanence à Abidjan. Depuis les phases tests d'ouverture du CHR d'Adzopé, la native de la région ne souffre plus le déplacement. Quitter Abidjan, il faut aller à Opodi. Il y a tellement d'embouteillages, j'ai tellement souffert. Donc, quand on a fait ça, je suis revenue ici. Je suis tellement très content. Je leur dis merci. Que Dieu les bénisse. Et son bonheur est aujourd'hui total, car le CHR d'Adzopé ouvre ses portes. Bâti sur plus de 14 000 m² pour une capacité de 200 lits, l'infrastructure va renforcer le plateau sanitaire existant. Le plateau technique, il est vraiment très fourni. Nous sommes à la pointe de la technologie. Je pense en tant que praticien, vraiment cela va nous permettre de travailler vraiment dans de très bonnes conditions. Pour les élus, cadres et populations de la région, cet ouvrage est la preuve concrète de l'efficacité de la vision du chef de l'État. À l'occasion de sa visite d'État, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, avait promis le bitumage de l'axe Adzopé-Yakasia-Tobrou. Joignant l'acte à la parole, ce tronçon a été bitumé à la grande joie de nos parents. À l'occasion de l'inauguration de cette route, le 3 août 2019, il a annoncé la construction du CHR d'Adzopé, du centre culturel et de l'hôtel de ville de Yakasia-Tobrou. Toutes ces infrastructures ont été réalisées 2 ans après. Autre acquis avec ces inaugurations, réhabilitation et pose de première pierre, la mutation complète du secteur de la santé. Le centre hospitalier régional viendra renforcer le dispositif sanitaire actuel et servira d'hôpital de référence pour les 4 départements que sont Adzopé, Akupé, Alépé et Yakasia-Tobrou. Pour le Premier ministre, cette journée célèbre le bond prodigieux de la région en termes d'infrastructures, passant d'un hôpital général à cet ouvrage architectural. Une œuvre qui exprime la signature du développement promis par le chef de l'État. Nous ne travaillons que dans un seul but, permettre à nos populations de vivre mieux, plus longtemps et en meilleure santé. Aujourd'hui, c'est un jour de libération. Aujourd'hui, c'est un jour de progrès. Aujourd'hui, c'est un jour de développement de la Côte d'Ivoire. Le développement des régions de l'Est et celui de la Méditerranée qui sont bien réels. Adzopé l'attendait, la Méditerranée et toutes les régions environnantes le voulaient. Le président de la République nous l'a donné. Et comme toujours, Patrick Achi insiste encore et encore sur l'humanisme du personnel de santé. Aux urgences, regardez, arriver et dépasser un malade, quelquefois couché par terre, sans même faire attention à lui, est une trahison inacceptable au serment d'Hippocrate que vous avez prononcé. On mettra tous les équipements, on mettra tous les bâtiments, on mettra toutes les infrastructures, mais si avec le cœur et avec l'âme, vous ne vous concentrez pas et ne respectez pas le choix que vous avez fait de donner la vie et d'empêcher que la vie se perde,
alors en vain ces investissements auront été faits. Le Premier ministre engage les populations à faire confiance en la vision 2030 du chef de l'État. Oui, nous avons eu raison d'avoir un esprit de discernement pour faire le choix de ceux qui développent, de ceux qui parlent et font ce qu'ils disent, et de ceux qui promettent et tiennent leurs promesses. Alors ensemble, tous ensemble, continuons toujours de faire confiance au président de la République et de rester engagés et fidèles à ses côtés. Naissant, n'est chaud, mais limonacé. Notons que 2 ambulances ont été offertes au district sanitaire. Et je vous propose de suivre quelques réactions au terme justement de cette cérémonie. C'est le lieu de rendre hommage au leadership du président de la République en matière de santé. Aujourd'hui, la ville d'Azopé dispose d'un CHR avec des équipements de dernière génération. Il faut espérer que le personnel soit également entièrement formé pour l'utilisation de cet équipement. Nous voyons que le gouvernement fait beaucoup d'efforts pour améliorer l'accès aux soins et nos partenaires, que ce soit le système des Nations Unies, que l'ensemble des autres partenaires, on va se mettre ensemble pour renforcer la qualité des prestations. Depuis longtemps, nous attendons ce moment. Aujourd'hui, c'est chose faite parce que c'est le commencement de la santé à Azopé. Merci au président de la République. Merci au Premier ministre. Il n'y a rien à dire. Vraiment, nous sommes très contents. Vu le trajet Ara-Abidjan très long, aujourd'hui nous avons un CHR très équipé. C'est un grand plaisir pour nous. Nous n'allons pas décevoir la population. Nous invitons les régions de la Côte d'Ivoire à venir à Azopé se faire soigner. Puisque nous avons les pieds dans la santé, faisons un point de la pandémie à coronavirus en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce vendredi 8 avril 2022 3 nouveaux cas de Covid-19, 6 guéris et 0 décès. À la date du 8 avril 2022, la Côte d'Ivoire compte donc 81 803 cas confirmés, dont 80 962 personnes guéries, 796 décès et 36 cas actifs. Le 7 avril, 78 234 doses de vaccins ont été administrées. On en vient au deuxième titre de cette édition. La ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration a procédé au lancement officiel des concours administratifs de la session 2022. Pour cette année, Anne-Désirée Oloto annonce 2 nouvelles mesures. D'abord, la mise en place d'un guichet unique pour les inscriptions et le dépôt des dossiers. Et ensuite, l'ouverture à la diaspora ivoirienne des concours. Grâce Kando. Les concours de la fonction publique, session 2022 lancés. Les inscriptions en ligne se font sur le site du ministère de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration. Celle de l'ENA démarre à partir du 11 avril pour s'achever le 31 mai. Et pour les concours administratifs, le 15 avril pour prendre fin le 17 juin. 2 nouvelles mesures font leur entrée cette année. Il s'agit, premièrement, de la mise en place d'un guichet unique pour les inscriptions et le dépôt des dossiers de candidature, tant pour les concours administratifs que pour les concours d'entrée en 2023 à l'ENA. Deuxièmement, de l'ouverture à la diaspora ivoirienne, des concours spécifiques nécessitant des diplômes ou des qualifications de pointe plutôt rares en Côte d'Ivoire et pour lesquels l'administration connaît un déficit. Pour la session 2022, il est envisagé l'organisation des épreuves à Paris, en République française. Cela pourrait être élargi à d'autres capitales à l'étranger si l'essai est concluant. Transparence, équité, célérité, c'est sous ce triptyque que se déroulent ces concours. Nous nous y engageons avec plus de transparence pour plus de performance. C'est le lieu pour moi d'assurer les populations de notre détermination à maintenir fermement le cap en nous engageant dans un processus qui exige, tant au niveau organisationnel, technologique que sécuritaire et humain, de la confiance
de la rigueur et de la méthode pour relever tous les défis. La proclamation des résultats pour l'ENA est prévue le 30 septembre et pour les concours administratifs le 30 novembre 2022. Un fonds de 50 millions de francs CFA pour les jeunes à Songon. C'est le ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé qui met à la disposition ce fonds. En ligne de mire, l'autonomisation et la lutte contre la pauvreté. Issa Tchonayeo. Songon Mbraté, espace Agobri. Forte mobilisation de la jeunesse autour du ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé pour saluer les nombreuses actions de développement du président de la République, Alassane Ouattara, dans cette commune. Le premier vice-président du directoire du RHTP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, qui avait à ses côtés le président honoraire des chefs hachans du village de Songon-Kassamblé, Ogal Léon, par ailleurs membre du bureau du Conseil économique, social, environnemental et culturel, et Nangui Don-Pierre, membre du Conseil politique du RHTP, a décidé d'aider les jeunes à être autonomes. La meilleure des politiques que nous puissions faire pour ceux qui nous font confiance, c'est d'engager des actions de développement. C'est pourquoi cette rencontre est destinée à leur porter la nouvelle selon laquelle, dans l'immédiat, et pour commencer, nous mettons à la disposition de la jeunesse de Songon une enveloppe de 50 millions pour les projets générateurs de revenus, aussi bien pour les femmes que pour les jeunes. Les jeunes, en retour, ont exprimé leur gratitude au ministre-gouverneur. Autre question abordée au cours de cette rencontre, celle relative au terrain hachang à Abidjan. Il est important que la vérité soit dite, sans animosité, sans haine. Parce que la politique, c'est pour aider l'homme à sortir de son intérieur ce qu'il y a de plus beau en lui. Et en cela, la politique rejoint la religion. Mais si la politique doit servir à aller chercher dans les tréfonds du subconscient ce qui est mauvais dans l'homme, alors elle devient très dangereuse. Très dangereuse. Robert Begré-Mambé a appelé les jeunes à être disciplinés et à œuvrer pour la paix, gage de tout développement durable. Autre développement de l'actualité, ils sont dans la sécurité, le show business ou encore dans la restauration. Des Ivoiriens vivant en France ont leur entreprise légalement constituée, des activités qui se portent plutôt bien. Comment sont-ils parvenus à être à la tête de structures dans ce pays? Quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent? Sifora Zegui et Sam Conan reviennent de Paris. Regardez. Dixième arrondissement, Paris. Bienvenue à Château d'Eau, capitale des salons de coiffure afro-caribéens. Dans ce quartier, dominé par le commerce, cet homme en manteau blanc avec une casquette noire sur la tête règne en maître. Logobi se fait-il appeler? C'est un lieu de commerce où il y a plusieurs salons de coiffure. Voilà, donc il y a plusieurs racoleurs aussi. Donc à la base, je suis là pour mettre de l'ordre. Ce que Logobi ne nous dit pas, c'est que ces services sont payants. Hors caméra, l'un des commerçants nous avoue qu'il débourse 50 € en moyenne par mois pour avoir la protection du tout-puissant Logobi. À quelques encablures de là, Moussa, ce jeune Ivoirien, était chauffeur de taxi en Côte d'Ivoire. Il arrive en France en 2012. Quand il s'est arrivé en France ici, déjà, puisque la coiffure, ce n'était pas mon métier, on est venu se chercher, au fait, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire. Donc quand je suis venu, ils m'ont dit qu'il y a un coin qu'on appelle Château d'Eau, où on peut se défendre. Le rôle de Moussa était de ramener des clients au salon de coiffure contre une commission. Aujourd'hui, il possède son salon de coiffure. Il nous raconte comment il est parvenu à avoir un local dans cette rue tant convoitée par les jeunes. Et les cartes à main, ils demandent aux clients, les personnes, ah vous coiffez, madame coiffez, madame coiffez. Et vous voyez, voilà, c'est dans ça un peu, j'ai économisé un peu. Mon premier magasin d'abord, il y a eu 6 000 €.
Moussa n'a pas voulu divulguer son chiffre d'affaires, mais il nous rassure, il gagne bien sa vie. Mon plus grand rêve aujourd'hui, c'est d'avoir l'argent en fait, comme il le faut pour aller réaliser chez moi. Il faut reconnaître que chacun est mieux chez soi. On retrouve les Ivoiriens dans presque tous les domaines d'activité en France, qu'il s'agisse du commerce, de la coiffure, de la musique, de la restauration, du showbiz ou encore de la livraison. Mamadou est arrivé en France par la mer en 2016. Si on me demandait de refaire ce trajet-là, sincèrement dit, je ne peux pas. Ça parce que c'est arrivé ici que j'ai su qu'on a pris de gros risques au fait. De gros risques pour rien. Après plusieurs démarches pour être dans la légalité sur le sol français, Mamadou gagne sa vie dans la livraison de biens et services. Il ambitionne de créer son entreprise de livraison en Côte d'Ivoire dans quelques années, Aubervilliers en Île-de-France. Nous allons à la rencontre de Joe Papi, un autre Ivoirien de 46 ans et passionné du show business. Café Cacao, c'est le nom de sa boîte de nuit transformée en terrasse en raison du Covid-19. Un espace qui fait la promotion de la musique, mais aussi de la gastronomie ivoirienne. C'est une terrasse qui regroupe tous les Ivoiriens de la diaspora et les Africains, bien sûr. En collaboration avec le Modère, on essaie de parler d'amitié, concept événementiel. En cet espace, Joe Papi reçoit tous les artistes ivoiriens venus faire la promotion d'une nouvelle œuvre en France de façon gratuite. C'est sa contribution au développement des sonorités de Côte d'Ivoire dans l'Hexagone. Joe Papi a monté son business sans aucune aide et a dû compter sur son carnet d'adresses et sa réputation dans le milieu du showbiz. Tous ces entrepreneurs que nous avons rencontrés ont un souhait, celui de recevoir l'appui de leur pays d'origine. Avenue Raymond Poincaré. C'est dans cette rue que se trouve l'ambassade de Côte d'Ivoire. Nous venons à la rencontre de César Naounou, président des chefs d'entreprise de la diaspora ivoirienne en France. Selon lui, pour atténuer les difficultés rencontrées dans l'entrepreneuriat, les chefs d'entreprise se sont réunis en association. César nous explique les difficultés rencontrées. On a beaucoup d'entrepreneurs qui confondent les recettes et les dépenses. Donc, ce qui fait qu'ils ont des entreprises qui ne durent pas. Parce qu'une entreprise commence à se développer dans la 3e année. Avant la 3e année, c'est une entreprise qui peut arrêter. Non loin de cette salle, le bureau de l'ambassadeur Maurice Kwaku Bandama, bien au fait des réalités des entrepreneurs rencontrés. Nous avons un devoir de soutenir nos compatriotes qui est prescrit dans la feuille de route que le chef de l'État nous a confiée. Et le ministère de la Jeunesse a pu dégager un budget en force de plus d'1 milliard, 1,3 milliard pour soutenir les jeunes de la diaspora à partir de la France. Et pour preuve, en septembre 2020, le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion et du Service civique a lancé un fonds à l'intention des jeunes entrepreneurs de France. Le représentant diplomatique de la Côte d'Ivoire voit plus grand. Nous sommes également en échange avec le cabinet de la Première Dame pour que nous puissions aussi ouvrir un volet du FAFSI, de fonds d'appui aux femmes de la diaspora en France. Donc l'ambassade n'est pas un ministère. Quand nous recevons les sollicitations de nos compatriotes, nous les transmettons au ministère compétent. 200 entreprises ivoiriennes sont installées en France, selon l'ambassadeur. Et ces entreprises ont de l'avenir. La diaspora ivoirienne en France ne compte pas baisser les bras face aux difficultés. Elle promet se donner les moyens pour se positionner parmi les meilleures entreprises de France. Et l'ambassadeur les y encourage. Pour lui, le meilleur moyen, c'est se mettre en fêtière. Retour en Côte d'Ivoire, le ministre ivoirien de l'intégration africaine et la sous-directrice du HCR au commissariat des réfugiés ont échangé aujourd'hui à Abidjan Plateau. Un seul point à l'ordre du jour, la levée du statut de réfugié ivoirien qui prendra effet à partir du 30 juin 2022. Ahmed Traoré, Jean-Marc Djadji nous en parle. Le HCR estime que les circonstances dans lesquelles de nombreux Ivoiriens ont fui leur pays en tant que réfugiés ont cessé d'exister. Selon cette institution des Nations Unies,
Beaucoup d'entre eux n'ont plus besoin de protection internationale. Le dernier convoi qui est arrivé, un convoi de rapatriement de 245 personnes qui sont revenues en Côte d'Ivoire, que j'ai eu l'opportunité et la joie. Donc les moments échangés ici en Côte d'Ivoire sont vraiment pleins de gaieté, que nous avons abouti à d'heureuses conclusions pour que cette coopération prospère davantage. 60% des réfugiés ivoiriens interrogés souhaitent être rapatriés, tandis que 30% des demandeurs d'asile ivoiriens en Afrique de l'Ouest et du Centre se disent indécis. Et 10% d'entre eux ont décidé de rester dans leur pays d'accueil où ils ont développé des liens forts. La paix définitive est revenue en Côte d'Ivoire avec pour conséquence de fermer, de cesser ce statut de réfugié en ce qui concerne les Ivoiriens. Et j'en ai profité pour remercier le HCR qui nous a accompagnés durant toute la crise. Et après la crise, pour en arriver là, il y a des détails administratifs qui seront réglés d'ici 2 mois avant la visite du haut-commissaire le 20 juin. Après cette rencontre, Gillian Strigg s'est entretenu avec les partenaires en charge des questions de réfugiés en Côte d'Ivoire. La levée du statut de réfugié ivoirien prendra effet le 30 juin 2022. Niger, Burkina Faso, 2 pays, un problème commun, le terrorisme. Le Conseil de l'Entente veut trouver des pistes de solutions. Son secrétaire exécutif est à Genève pour un plaidoyer en faveur de ces 2 pays. Marcela Montano a rencontré le président de la Croix-Rouge et le directeur général de l'Organisation internationale pour les migrations. Reportage complet à suivre dans nos prochaines éditions. Le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, va former ses militants. Un plan global de formation vient d'être adopté. C'est à l'issue d'une 4e séance de travail en présence de plusieurs membres du directoire. Konaté Moussa. Formation des militants. Le sujet est au cœur de cette rencontre du directoire du RHDP. Le parti vient d'adopter la feuille de route de son secrétariat national en charge de la formation et de l'institut politique du parti. Il est prévu la mise en place d'un plan global de formation. Ce plan s'appuie sur la grande vision du président du parti, son Excellence Alassane Ouattara, donc de faire émerger un militant nouveau. En l'instar du concept de l'Ivoirien nouveau, à la promotion duquel le président du parti travaille sans relâche, le militant nouveau du RHDP est un citoyen engagé, intègre, travailleur sérieux et soucieux de l'intérêt collectif. La réalisation de cette vision nécessite un programme ambitieux de formation, de valorisation des compétences et de développement du capital humain. Deuxième point à l'ordre du jour de cette réunion, le plan d'action de la politique sociale du parti, présenté par le secrétariat national en charge de la solidarité et des affaires sociales. Le directoire a entendu l'exposé du secrétariat national compétent à l'élaboration et à la mise en œuvre d'une politique sociale hardie au sein du parti. Le directoire a été particulièrement attentif à la communication relative à la consolidation d'un répertoire des victimes des crises successives survenues dans notre pays. Au terme de ces échanges, le directoire a adopté le document portant plan d'action de la politique sociale du parti. C'est la 4e séance de travail du directoire du RHDP après la réforme du parti. Rencontre sous la conduite de Gilbert Kafana Koné, président du directoire du RHDP. Ambassadeur de la paix dans le Ourodougou, le ministre de la Construction, Bruno Nabanye-Koné, était à Morondo, département de Kani, où il a exhorté les populations au renforcement des alliances ethniques. Godefroy Okamawa. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme à Morondo, sous-préfecture du département de Kani, région du Ourodougou. Bruno Nabanye-Koné est l'invité des membres de l'association des ressortissants de la Bagoué, région dont il est originaire, vivant dans le Ourodougou. Au cœur de cette rencontre, la promotion de la cohésion sociale à travers le renforcement de l'alliance entre les peuples Koyaka et Sénoufo. Je lance un appel de paix et de cohésion sociale, d'amour et d'entente. Parce que c'est ensemble que nous irons loin et ensemble que nous pouvons bâtir une bonne Côte d'Ivoire. Dans le Ourodougou, la communauté Sénoufo a réussi son intégration socio-culturelle.
un gage de paix sociale et de développement. C'est une alliance séculaire qu'il y a entre le pays Senufo et le pays Koyera. Et cette alliance, naturellement, a aidé à faciliter l'intégration de ceux de nos frères qui sont venus de la Bagoué, parce qu'il y a cette alliance-là qui est là depuis des lustres. Tout se passe bien. Nous sommes, nous, heureux de voir que cette cohabitation se passe bien. Nous sommes heureux de voir que cette population venue de la Bagoué contribue à l'essor au plan économique et au plan social de la région du Ourodougou. Et nous sommes donc venus leur apporter notre soutien, leur dire nos encouragements. À cette occasion, le ministre Bruno Nabaye Kone avait à ses côtés son collègue Bouaké Fofana, ministre de l'Assainissement et de la Salubrité. Tous ont exhorté les populations à demeurer unies afin de donner un sens à la vision d'une Côte d'Ivoire solidaire prônée par le président de la République, Alassane Ouattara. Mois de Ramadan, mois de partage des partis politiques l'ont bien compris. Le RHDP et l'UDPCI ont fait don de vivres au COSIM, un soutien qui permet aux guides religieux de faire face aux besoins alimentaires de la communauté. C'est ce que nous apprend Mama Traoré. 1 tonne de riz, 1 tonne de sucre et des cartons de lait. Telle est la substance du don en vivres offert par le secrétariat exécutif du RHDP au COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques. La délégation du parti au pouvoir était conduite par son secrétaire exécutif, Adama Bictogo, accompagné du secrétaire national du RHDP chargé du culte musulman, Famoussa Koulibaly, et d'élus. Votre vision, c'est de rassembler tous les Ivoiriens. Et nous sommes dans cette vision. Nous voulons un pays plus fort, plus stable, encore plus stable. Nous voulons plus de paix, parce que c'est ça qui rend un pays fort, mais un pays avec beaucoup d'amour et de tolérance. À la suite du parti présidentiel, une délégation de l'UDPCI, Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, conduite par son président Albert Touakeus Mabry, vient aussi témoigner sa solidarité en ce mois de jeûne aux guides religieux musulmans. Nous avons pris l'habitude depuis plusieurs années de venir saluer donc le COSIM à l'occasion de sa réunion hebdomadaire et de bénéficier du renouvellement des bénédictions à notre endroit, des conseils. Donc nous sommes venus renouveler ce que nous avons l'habitude de faire, saluer les imams, leur faire nos vœux et surtout recevoir leurs vœux. À l'endroit des donateurs, le président du COSIM, Cheikh Aïma Ousmane Diakité, a traduit sa reconnaissance appuyée de bénédictions pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Dans le Lot d'Ivoire, c'est le député maire de Divo, Amédée Kouakou, qui fait don en vivres et en numéraire aux chrétiens et aux musulmans en cette période de jeûne. Éric Ogori. Le respect de la religion de l'autre et le vivre ensemble s'affirme encore ici à Divo, à la Grande Mosquée. Cette localité ne pouvait pas être en marge de cet élan de solidarité au moment où tous les Ivoiriens et Ivoiriennes sont aux côtés des communautés musulmanes et chrétiennes. Derrière ce don en vivres et en numéraire se cache un amour sincère où la laïcité prend toute sa place ici à Divo. Le donateur du jour n'est autre que le député maire Amédée Kouakou qui offre des tonnes de sucre, de riz, des boîtes de lait, des sacs de pommes de terre, des pâtes alimentaires, des cartons de sardines, entre autres, aux musulmans. C'est un mois saint. Et dans ce mois de pénitence, où le matin jusqu'au soir, vous devez donc observer le jeûne. Et comme vous avez dit, ça tombe bien. C'est aujourd'hui qui était donc le jour de prière. Pour que le président du COSIM m'a demandé pour le président de la République, pour la Côte d'Ivoire, nous sommes venus, nous sommes heureux. Et vous dire que vous devez continuer à prier tous les jours. Les bénéficiaires expriment leur reconnaissance. Ça nous va droit au cœur. Le ministre Amédée a toujours fait des dons. Et chaque fois qu'il vient, ça nous fait plaisir. Il nous aide à supporter le jeûne. Après la Grande Mosquée de Divo, les communautés catholiques et protestantes reçoivent également la visite du député maire Amédée Kouakou. Si on prend les routes qui sont faites ici à Divo, est-ce qu'on va dire qu'un chrétien passe ou un musulman passe, ou bien un PPACI passe ou un RHDP passe? C'est pour l'ensemble des Ivoiriens, nous sommes tous des Ivoiriens. Et donc on n'a pas intérêt à tenir des discours de division. Nous devons tenir des discours de cohésion. Partout où nous passons, nous devons donc toujours prôner la paix, la cohésion, l'entente entre l'ensemble des Ivoiriens. Une joie pour ces chrétiens. Nous ne pouvons que dire merci à Dieu
pour ce don de la vie qu'il nous fait. Et puis merci à monsieur le ministre, maire de Divo, pour cette générosité et ce message qu'il nous a laissé entendre sur la cohésion, sur la paix. Plusieurs mosquées et églises de la sous-préfecture de Divo recevront très bientôt leurs dons, a promis Amédée Kouakou. Et dans le reste de l'actualité, au Burkina Faso, 12 soldats et 4 supplétifs de l'armée ont été tués ce vendredi dans une attaque de djihadistes présumés contre un détachement militaire dans le nord du pays. Des dégâts matériels ont également été enregistrés. L'armée annonce que des renforts ont été déployés pour sécuriser la zone. Le chef d'état-major général des armées a salué la mémoire des soldats tombés tout en rassurant l'opinion que les opérations de sécurisation du territoire vont s'intensifier conformément à la vision définie par le chef suprême des armées. Très belle nuit à toutes et à tous. Dieu nous garde.